L'innovation technologique crée du rebut en permanence. Les nouvelles technologies créent de l'obsolescence et des déchets. J'ai découvert notamment Bernard London dans les années 30 qui avait écrit un essai qui était donc suite à la crise de 1929 et à l'avènement de l'industrialisation. En fait, on s'est rendu compte que les gens ne consommaient pas assez. C'était des citoyens avant d'être des consommateurs à l'époque. Et donc, cette idée de l'obsolescence programmée est venue dans ce sens de dire qu'il faut que les gens jettent des choses. Donc, sa proposition, qui n'a pas été d'ailleurs retenue vraiment, c'était de mettre des dates d'utilisation, de péremption, sur tous les objets. Table, chaise, n'importe quoi. Ce qui fait que si vous ne jetez pas votre table au bout de 3 ans, vous payez des taxes, etc. Alors, le gouvernement américain n'a pas accepté cette proposition, mais les industriels se sont dit ah, mais ça c'est une bonne idée, on va faire que nos ampoules par exemple arrêtent de fonctionner au bout d'un nombre d'heures défini. Et puis tout l'avènement du jetable, des objets, et on arrive maintenant aujourd'hui aux téléphones portables qui sont des pièces qui coûtent au départ beaucoup d'argent et qui deviennent finalement jetables. On en jette 160 millions de tonnes par an dans le monde, donc ça montre bien qu'il y a un vrai problème sur nos façons de consommer, mais surtout sur nos façons de les créer, ces machines. L'open source, c'est ce qu'on appelle l'open hardware pour l'électronique, est quelque chose de crucial si on veut pouvoir recycler et détourner des objets. C'est-à-dire qu'en fin de vie, si un objet est open source, on a accès à son fonctionnement et à ses possibilités, et ça nous permet soit de le réparer, soit de le transformer pour en faire autre chose. Un exemple, un vieux téléphone portable peut servir pour faire de l'automatisation dans une maison. On peut s'en servir par exemple pour ouvrir une porte de garage ou gérer un chauffage. Un grand nombre de compagnies, comme Apple par exemple, interdit même aux utilisateurs d'ouvrir et de réparer eux-mêmes leur téléphone. On est dans un système linéaire d'extraction, de transformation et de déchets. Sur une planète avec des ressources limitées, forcément, il y a un moment où on ne va plus avoir de ressources, où on va continuer à aller dans le mur et à exploiter la planète. Donc, je me disais que voilà, les ressources sont là, toutes ces vieilles machines, tous ces vieux appareils qu'on a tous dans des placards, qu'on ne sait pas comment faire. Si d'un seul coup, demain, tout s'arrête, on ne peut plus produire de téléphones portables, d'ordinateurs, etc., c'est pas non plus la fin du monde. Il y a encore plein de choses et il y en a des millions de tonnes disponibles et on pourrait aussi faire juste des programmes qui marchent mieux et qui utilisent des vieilles machines. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur cette question de déchets, de rebut liés aux technologies, ce qu'on appelle electronic waste, e-waste, qu'on appelle le cycle de vie des technologies, en anglais Life Cycle Assessment, et qu'on appelle ça aussi Cradle to Grave, donc du berceau au tombeau. Je trouve assez aussi intéressant comme terme. C'est-à-dire que de l'extraction des minéraux, du pétrole, etc., le transport, les conditions de fabrication, évidemment le design et la conception avant tout ça, et les modes de consommation, de vente, les utilisations, et puis les fins de vie, donc que ça soit du recyclage ou juste du déchet. Je pense que c'est là que c'est important un petit peu de faire réfléchir des futurs concepteurs de technologie à l'impact dans sa globalité. Et pas seulement la fin de vie, pas seulement le déchet, mais aussi tout ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a autour. Dans mon cas, c'est vrai que je m'intéresse particulièrement au recyclage électronique et aux objets, puisque dans cette idée que les médias ou les outils de communication ont un langage propre, ce que McLuhan a appelé « the medium is the message ». Finalement, on ne peut pas aborder un médium sans aborder l'électronique et l'objet qui le véhicule, que ce soit le réseau, les câbles, les machines, etc. Donc c'est pour moi, on ne peut pas séparer les deux. Donc je m'intéresse particulièrement au recyclage de ce qu'on appelle des outils de l'information et de la communication. Donc, que ce soit des appareils pour enregistrer de l'image par exemple ou du son, des consoles de jeux par exemple, des vieilles consoles, ou tout appareil, on va dire, qui peut contenir un média ou qui sert de médiation, c'est-à-dire du son, de l'image, et parfois même des formes kinétiques, des moteurs, tout ce qui est, voilà. C'est le fruit, on va dire, d'une exploration de recyclage créatif des technologies que je mène depuis une quinzaine d'années avec un projet qui s'appelle les e-waste workshops, où les gens, en fait, trouvent des utilisations à des vieilles machines électroniques, que ce soit des imprimantes, des scanners, des jeux vidéo, tout un tas de vieux appareils qu'on a tous dans un placard quelque part chez nous. Et parfois, ça passe par extraire à l'intérieur quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec l'objet au départ. C'est par exemple un scanner
On peut facilement récupérer des moteurs pas à pas qui sont à l'intérieur, qui coûtent assez cher si on les achète. Que l'objet de départ est pratiquement disparaît puisqu'on utilise un élément par exemple, ou quelques éléments pour en faire quelque chose de complètement différent. Pour moi, une pratique artistique peut avoir plusieurs fonctions, c'est-à-dire que de nous faire prendre conscience des problématiques dans lesquelles on se trouve, c'est-à-dire de surconsommation et d'obsolescence qui accélère, parce qu'on parle d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que comment fabriquer un objet qui va casser ou qui ne va pas fonctionner très longtemps, mais après il y a ce qu'on appelle l'obsolescence de perception. L'obsolescence de perception, c'est-à-dire c'est comment son téléphone qui était bien il y a 6 mois a l'air d'être moins bien aujourd'hui parce qu'il y en a un autre qui est sorti, que la pub et autres nous fait croire qu'on devrait avoir le dernier modèle, dernier cri. Je pense que c'est là où les artistes ont un rôle à jouer, c'est de déconstruire ces discours-là, et finalement d'être un grain de sable quoi, dans ce rouage du capitalisme qui a tendance à tout écraser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'associer des chercheurs de plein de domaines, des artistes, mais aussi des sociologues, des gens qui travaillent sur des questions technologiques, pour réfléchir justement à qu'est-ce qu'on peut faire si demain on se retrouve dans une situation où on ne peut plus produire de technologie. On a quand même déjà beaucoup de choses à portée de main, et comment on peut utiliser ces choses-là de manière différente et de finalement arrêter de considérer que la durée de vie d'un objet est limitée à son utilisation officielle, on va dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est un terme que Garnet Hertz et Jussi Parikka ont appelé le zombie média. Donc cette idée de zombie média, c'est ça, c'est que des technologies meurent, mais elles ne sont pas toujours d'accord et elles reviennent nous hanter comme des zombies, quoi. Ce texte parle de cette idée de technologies donc, qui meurent, mais aussi qui reviennent, comme des zombies. C'est-à-dire il y a des technologies qui refusent de mourir, comme le vinyle, les jeux vidéo 8 bits, même les cassettes, ça redevient, c'est en train de ressortir. La cassette, si on réfléchit bien, en termes de qualité d'enregistrement, on a quand même une qualité qui dépasse grand nombre d'appareils numériques aujourd'hui, puisque on est dans l'enregistrement analogue et finalement qui est beaucoup plus proche de notre perception humaine. Et c'est des technologies beaucoup plus finalement libres et open, puisqu'on peut enregistrer ce qu'on veut, on peut le partager, etc. Alors que le numérique vise à empêcher ces possibilités-là. Maintenant, la musique, elle ne nous appartient plus, on l'écoute en streaming, mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ce texte de Zombie Media parle de pratiques type le circuit bending, donc quelque chose que moi j'utilise beaucoup, donc tordre des circuits, c'est-à-dire de transformer un circuit électronique pour lui faire faire autre chose, prendre une vieille console et lui faire des sons pas prévus pour faire des performances par exemple, ça c'est une forme de circuit bending. On prend un scanner et un lecteur cassette, on les met ensemble et on fait un appareil qui fait de la musique. Il y a quelque chose qui s'en dégage, ça amène des choses qui n'étaient pas prévues, et ces accidents, ces glitches, pour moi, sont ce qui est le plus intéressant. Alors le glitch, c'est un bug, un problème informatique, souvent lié à un défaut d'électricité. Et moi, ce qui m'intéresse dans le glitch, justement, c'est comment un bug, un accident révèle un système. C'est-à-dire que quand une technologie fonctionne, on l'oublie. À partir du moment où quelque chose ne marche pas, on commence à regarder le câble, est-ce que c'est l'écran, est-ce que c'est le clavier? Donc on commence déjà à se poser des questions sur la machine elle-même. Et ça, pour moi, c'est les moments les plus intéressants finalement. Avec Jérôme Sinclair, on a créé une organisation qui s'appelle The Internet of Dead Things Institute, donc qui s'intéresse à l'Internet des objets, mais l'Internet des objets morts. Mort, c'est-à-dire obsolète. Donc notamment le Minitel, qui est un objet qui a 40 ans maintenant, on va dire, et qui fonctionne très bien, j'en ai encore. Et donc on a réussi à les reconnecter sur Internet et à retrouver des formes d'utilisation. Là, le projet de Minitel, donc on appelle Minitel, système d'exploitation Minitel, vise vraiment à le remettre sur Internet, l'utiliser en partie comme il était à l'époque, mais à rajouter des possibilités. On a rajouté de l'animation, des jeux, etc. Nous, on va proposer un petit boîtier qui permet d'être branché à l'arrière du Minitel, connecté au Wi-Fi, et hop, votre Minitel peut retourner sur Internet. Donc ça, on a juste connecté à l'arrière, il y a une prise qui permet de connecter et de contrôler l'écran et le clavier. Et après, on utilise donc un ordinateur open source, justement, qui s'appelle le Raspberry Pi, qui est une sorte d'ordinateur qui tient sur une petite carte mémoire, qui n'est pas plus gros qu'un téléphone, et qui permet de contrôler l'écran, le clavier, de connecter à Internet, etc., d'utiliser le Minitel
comme il aurait pu l'être si on n'avait franchi le pas de le connecter à Internet, ce qui n'a jamais été le cas, puisque c'est un réseau séparé, centralisé, géré par le gouvernement à l'époque. C'est pas, encore une fois, dans la simple remise en route, on va dire, mais vraiment dans l'addition, trouver des nouvelles formes, des nouvelles possibilités, pousser la technologie vers des choses qu'elle ne pouvait pas faire à l'époque. C'est totalement du hacking créatif, voilà. Le hacking étant quelque chose, pour moi, qui est quelque chose de très positif, qui vient du MIT, des années 60, cette idée d'apprendre en faisant. Le critical making, c'est une forme de hacking qui, encore une fois, vise à comprendre les technologies en les ouvrant, en les manipulant, en les détournant, en trouvant des failles, puisque le hacking, c'est ça, quoi, c'est trouver une faille dans un système, l'exploiter, et c'est pas forcément pour voler des cartes de crédit ou des comptes en banque ou des identités, mais pour retrouver des formes qui n'étaient pas prévues ou qui vont au-delà des fonctions initiales d'une machine ou d'un objet.